Le toit parisien brillait comme un joyau sur la couronne de l'avenue Montaigne. Du dernier étage de l'immeuble Éternité, le restaurant offrait une vue panoramique sur la ville de Paris qui justifiait, au moins partiellement, les prix exorbitants de la carte. Tout en équilibrant 3 plats sur son avant-bras gauche, Louise Rivière observait le crépuscule transformer la jungle de béton en une tapisserie dorée. C'était la seule véritable récompense de son travail. Table 6, crevettes au champagne pour madame, médaillon au porto pour monsieur, et la salade gourmande pour mademoiselle. Louise servit avec précision, son sourire aussi répété que son discours. « Désirez-vous autre chose? Puis-je vous suggérer le vin chardonnay réserve pour accompagner ?» L'homme d'âge mûr hocha la tête sans même la regarder. Pour les habitués du toit parisien, les serveuses comme Louise étaient invisibles, de simples extensions des couverts et de la vaisselle. Elle s'y était habituée. Il y a 3 ans, Louise occupait des places très différentes. Diplômée en administration, avec une spécialisation en finance de HEC Paris, stagiaire dans une prestigieuse banque d'investissement comme Rothschild & Cie, et fille d'Édouard Rivière, fondateur d'Éco-Rivière, une entreprise de construction pionnière dans les bâtiments à certification verte en France. Son avenir semblait tracé en ligne droite et ascendante, jusqu'à ce que tout s'effondre. En retournant à la cuisine, Louise s'accorda un moment de souvenir. Sa mère, Béatrice, diagnostiquée d'une sclérose en plaques après une poussée soudaine. Les coûts astronomiques du traitement expérimental aux États-Unis. Et comme coup de grâce, le procès prédateur intenté contre Éco-Rivière par le groupe de la Croix, géant du marché immobilier français. « Louise, la réservation de 9 heures est arrivée. Table VIP. » La voix de Théo, le maître d'hôtel, la tira de ses pensées. C'est du gros bonnet du groupe de la Croix. Le gérant est déjà nerveux. Le nom lui fit l'estomac se nouer. Groupe de la Croix. Le conglomérat qui avait dévoré l'entreprise de son père par une série de procès judiciaires fabriqués, alléguant des irrégularités dans des contrats gouvernementaux qui n'avaient jamais existé. Quand ils purent enfin prouver leur innocence, Éco-Rivière était déjà en faillite à cause des frais de justice, et le groupe de la Croix avait acquis ses actifs pour une fraction de leur valeur. « Qui vient ?» demanda Louise, ajustant son uniforme noir impeccable. « Raphaël Delacroix et sa suite, le fils du propriétaire. Il semble qu'il fête une acquisition. » Théo baissa la voix. « Ce gamin a la réputation d'être un cauchemar. Il a déjà fait renvoyer 3 gérants de restaurants pour service inadéquat. » Louise inspira profondément. Le fils de l'homme qui avait détruit sa famille serait assis dans sa section. L'univers avait un sens de l'humour pervers. En arrangeant méticuleusement les couverts en argent sur la table ronde près de la fenêtre, Louise observa son reflet dans la vitre. À 27 ans, son visage portait encore les traits de la jeune femme ambitieuse qui avait un jour planifié de révolutionner le marché financier français. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, une dureté dans ses yeux bruns, une tension dans sa mâchoire qui trahissait des nuits blanches, préoccupée par les factures médicales. Son portable vibra dans sa poche. Un message de son père. « Nous avons pu programmer la prochaine perfusion pour la semaine prochaine. Ta mère est enthousiaste. » Édouard Rivière, à 58 ans, travaillait maintenant comme consultant indépendant, essayant de reconstruire sa réputation sur le marché. Son entreprise de construction, qui employait plus de 200 personnes et avait été pionnière dans les projets durables, en France, n'était plus qu'une filiale oubliée dans le vaste portefeuille du groupe de la Croix. « Ils sont arrivés !» La voix urgente de Serge, le gérant, fit se redresser tous les employés. « Louise, occupez-vous personnellement de Monsieur Delacroix. Ne laissez rien se passer de travers. » Le brouhaha dans le restaurant diminua un instant lorsque le groupe entra. Raphaël Delacroix, héritier de l'empire Delacroix, marchait comme si le sol devait le remercier d'être foulé par ses chaussures italiennes. Grand, avec un physique sculpté dans des salles de sport de luxe et un sourire qui affichait des dents parfaitement alignées, il aurait pu faire la couverture de n'importe quel magazine d'affaires, et c'était souvent le cas. Derrière lui, 4 cadres d'âge mûr suivaient comme des satellites orbitant autour d'une planète plus grande. « Table pour Delacroix », annonça Raphaël au maître d'hôtel qui s'inclinait déjà en révérence. « Certainement, monsieur Delacroix. Par ici, s'il vous plaît. » Louise observa le groupe s'installer à la table qu'elle venait de dresser. Raphaël s'assit dos à la fenêtre, s'assurant que lui, et non la vue imprenable,
soit le centre d'attention. « Bonsoir, messieurs. Mon nom est Louise et je serai responsable de votre service ce soir, » se présenta-t-elle, distribuant les menus en cuir. « Puis-je vous suggérer de commencer par notre sélection d'entrées de fruits de mer? Le chef a reçu des homards frais aujourd'hui. » Raphaël ne la regarda même pas. « Apportez le meilleur champagne que vous ayez. Dom Pérignon rosé 2006 ou plus ancien. »« Oui, monsieur. » Louise nota la commande, gardant un visage neutre. « Et je veux parler au sommelier. Le dernier champagne que j'ai bu ici était servi à la mauvaise température, » continua-t-il, jouant maintenant avec son téléphone. « Certainement. J'appellerai Charles immédiatement. » En s'éloignant pour chercher le champagne et le sommelier, Louise entendit le rire bruyant de Raphaël. « Je viens de recevoir la confirmation. Énergie Verte est officiellement en faillite. Lundi, nous commençons à démanteler cette cochonnerie. » Ses collègues cadres rirent et le félicitèrent. Louise se figea un instant. Énergie Verte, la start-up d'énergie renouvelable qui avait développé un système révolutionnaire de panneaux solaires à haute efficacité. C'était une nouvelle fréquente dans les journaux spécialisés. Le sommelier Charles la dépassa précipitamment. « Le fils de Delacroix est là? Mon Dieu, la dernière fois, il a fait renvoyer Marcelo du Ritz Paris parce que le vin était oxydé. C'était un Bordeaux de 30 ans. » Dans la cave, en sélectionnant la bouteille de champagne, Louise pensa à sa mère. Le traitement expérimental montrait des résultats, mais coûtait plus de 30 000 € par mois. Son salaire de serveuse, même dans un restaurant de luxe comme le Toit parisien, couvrait à peine la moitié. Le reste provenait des économies que son père avait réussi à cacher avant la faillite. Quand elle revint à la table, Raphaël gesticulait avec emphase, le visage rougi par l'excitation ou l'alcool, probablement les deux. Alors j'ai dit à notre service juridique, « Trouvez n'importe quelle irrégularité, aussi minime soit-elle, intentez des procès, faites du bruit dans les médias, faites chuter la valeur des actions. » En 3 mois, l'entreprise qui valait 200 millions mendiait pour que nous acceptions 30. Les cadres hochèrent la tête, impressionnés. L'un d'eux, plus âgé, semblait mal à l'aise. « Mais Raphaël, Énergie Verte avait une technologie prometteuse. Nous aurions pu faire un partenariat stratégique au lieu d'une acquisition hostile. » Raphaël leva les yeux au ciel. « Partenariat. Pourquoi faire? Pour partager les profits? Non, Maurice. Ma méthode est plus efficace. Quand vous intentez 50 procès simultanés contre une petite entreprise, ils n'ont pas l'argent pour se défendre de tous, ils s'effondrent. Et là, nous achetons la technologie à moitié prix. » Il sourit, satisfait de lui-même. « J'ai appris des meilleurs. Mon père a utilisé cette stratégie depuis les années 90. » Louise servit le champagne avec des mains qui luttaient pour ne pas trembler. La tactique que Raphaël décrivait était exactement celle qu'ils avaient utilisée contre Éco-Rivière. 53 procès simultanés, tous finalement classés sans suite faute de preuves, mais seulement après que l'entreprise ait été financièrement exsangue. « Le menu, messieurs » proposa-t-elle, sa voix étonnamment ferme. « Je veux le filet aux truffes » dit Raphaël, sans toujours la regarder. « Saignant. Et dites au chef que la dernière fois, c'était plutôt à point. Si ça se reproduit, je lui parlerai personnellement. » Le reste du groupe passa ses commandes, et Louise nota tout méthodiquement, tandis qu'une tempête grandissait en elle. 3 ans de colère contenue, de nuits passées à pleurer seule, de voir son père vieillir de décennies en quelques mois, tout cela à cause des tactiques que cet homme décrivait avec tant de fierté. Quand elle retourna à la cuisine, son visage était si pâle que Théo lui demanda si elle se sentait mal. « Je vais bien », répondit-elle automatiquement. Mais elle n'allait pas bien. Pour la première fois en 3 ans, Louise ressentait quelque chose de différent de l'engourdissement qui l'avait maintenue en fonction. C'était une clarté cristalline, une fureur froide qui éloignait toutes les distractions. En organisant les commandes, elle regarda le calendrier sur le mur de la cuisine. Vendredi. Demain serait son jour de congé, qu'elle passerait à l'hôpital, avec sa mère, la regardant recevoir des médicaments qui coûtaient plus que ce que Louise gagnait en 1 mois. Et tout cela parce que des hommes comme Raphaël Delacroix voyaient les entreprises non pas comme des organismes vivants, faits de personnes, de rêves et de travail acharné, mais comme des proies à chasser et à dévorer. Le chef annonça que le premier plat était prêt. Louise le prit, son visage un masque de professionnalisme. En marchant vers la table de Raphaël Delacroix,
Quelque chose en elle prit une décision. Ce soir, pour la première fois depuis que son monde s'était écroulé, Louise Rivière refuserait d'être invisible. Raphaël Delacroix leva sa coupe de champagne, le liquide doré reflétant l'éclairage doux du toit parisien. À une autre acquisition réussie, porta-t-il un toast avec ses accompagnateurs. Lundi, nous commençons à démanteler Énergie Verte et vendons les brevets à notre filiale en Asie. Le profit estimé est de 400%. Louise déposa le plat de carpaccio de saumon au centre de la table. Chaque mouvement une bataille interne entre le professionnalisme et l'indignation croissante. « Et aux brillants ingénieurs qui ont créé cette technologie ?» demanda l'un des jeunes. Cadre André en se servant de l'entrée. « Il pourrait être précieux pour le groupe. » Raphaël laissa échapper un rire dédaigneux. « Les ingénieurs sont comme les taxis. Il y en a toujours un au coin de la rue. Nous avons besoin des brevets, pas des personnes. » De l'autre côté de la salle, un jeune serveur nommé Pierre fit tomber accidentellement une coupe vide en servant une table voisine. Le bruit, bien que discret, fut suffisant pour attirer l'attention irritée de Raphaël. « Incompétence, murmura-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. Cet endroit n'est plus ce qu'il était. » Pierre, visiblement embarrassé, se hâta de nettoyer le petit accident. Louise le connaissait bien, c'était son premier vrai emploi. Il finançait ses études de gastronomie et il avait une fille nouveau-née. « Je vous prie de nous excuser pour le désagrément, monsieur, » dit Serge, le gérant, se matérialisant instantanément à côté de la table. « Je vous assure que cela ne se reproduira pas. »« J'espère que non, » répondit Raphaël sèchement. « La dernière fois que j'ai fréquenté un établissement avec un service aussi négligé, je me suis assuré que le responsable ne travaillerait plus jamais dans un endroit décent. » Le visage de Pierre pâlit. Tout le monde au restaurant savait qu'il était en période d'essai. « Monsieur Delacroix, » Serge suppliait pratiquement maintenant, « Pierre est nouveau dans notre équipe, mais je peux vous garantir que... » « Peu importe s'il est né hier, » coupa Raphaël. « Si vous voulez garder le groupe Delacroix comme client, je suggère que vous démontriez un standard plus élevé, à commencer par vous débarrasser des éléments incompatibles. » Un silence inconfortable s'installa. Les autres clients firent semblant de ne pas entendre, tandis que l'équipe du restaurant observait avec appréhension. Serge, entre le marteau et l'enclume, hésita un instant avant de se tourner vers Pierre. « Pierre, s'il vous plaît, allez au bureau, » dit-il à voix basse. « Nous parlerons après votre service. » Tout le monde savait ce que cela signifiait. Pierre, les larmes contenues dans les yeux, hocha la tête et s'éloigna vers l'arrière du restaurant. Louise sentit le sang bouillir dans ses veines. L'injustice était si flagrante, si inutilement cruelle. Pour un verre vide, une simple erreur sans conséquence. « Les plats principaux seront prêts dans quelques minutes, » annonça-t-elle machinalement, se retirant avant que son expression ne la trahisse. Dans la cuisine, elle trouva Pierre en train de ramasser ses affaires. « Il a demandé ma tête, n'est-ce pas ?» demanda le jeune homme, la voix tremblante. « Je n'ai même pas terminé ma période d'essai. Je ne recevrai pas d'allocation chômage. »« Pierre, je suis désolé, » dit Louise, posant sa main sur son épaule. « Ce n'est pas juste. »« Juste ?» Il laissa échapper un rire amer. « Rien n'est juste dans ce monde, Louise. Des gens comme lui font ce qu'ils veulent, et des gens comme nous en subissent les conséquences. » Il inspira profondément, essayant de contrôler son émotion. « Comment vais-je payer le loyer ce mois-ci? Comment vais-je expliquer à Camille que j'ai perdu mon emploi à cause d'un verre ?» Louise n'avait pas de réponse. Pierre prit son sac à dos usé et sortit par l'arrière, laissant derrière lui non seulement un emploi, mais aussi des rêves et des responsabilités. « Les filets sont prêts, » annonça le chef indifférent au petit drame qui venait de se dérouler. Avec les plats parfaitement arrangés sur le plateau, Louise retourna dans la salle. Le groupe de Raphaël Delacroix discutait maintenant avec animation de la prochaine victime corporative. « Solaris Technologies serait une excellente cible, » commentait l'un des cadres en costume gris. « Ils ont une technologie prometteuse en stockage d'énergie, mais ils ont des problèmes de trésorerie après l'expansion internationale. »« Intéressant, » répondit Raphaël, coupant son filet. « Demandez une analyse complète pour lundi. Je veux savoir quel contrat nous pourrions contester judiciairement. » Servant les plats avec une précision professionnelle, Louise resta attentive à la conversation. Solaris était un partenaire de longue date de son père, l'une des rares entreprises à être restée fidèle même après la chute d'Éco-Rivière.
Tout est en ordre, messieurs, demanda-t-elle, avec son sourire répété. Raphaël la regarda enfin, mais ses yeux passèrent sur sa silhouette, comme s'il observait un objet, pas une personne. « Le filet est froid, déclara-t-il, bien que la viande grésillât encore dans l'assiette. « Je vous prie de nous excuser, monsieur. Je peux en faire préparer un autre immédiatement. »« Ne vous en faites pas, répondit-il avec dédain. Assurez-vous simplement que cela soit déduit de la note et apportez plus de vin. » C'est à ce moment-là, observant le plaisir mesquin sur le visage de Raphaël à exercer son pouvoir sur quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, que quelque chose se brisa en Louise. 3 ans d'humiliation silencieuse, 3 ans à porter le fardeau de l'injustice, 3 ans à être invisible, tout culmina à cet instant. « Autre chose, messieurs » demanda-t-elle, sa voix étonnamment calme. « Oui » dit Raphaël, reportant maintenant son attention sur ses collègues. « Comme je le disais, la beauté de notre stratégie est la systématicité. Ce n'est pas seulement un procès, ce sont des dizaines simultanées. Nous les étouffons financièrement. Quand ils ne peuvent plus payer les avocats, nous offrons généreusement d'acheter les actifs pour une fraction de leur valeur. »« Brillant », convint l'un des jeunes cadres, cherchant clairement à impressionner. « C'est comme un anaconda serrant lentement jusqu'à ce que la proie ne puisse plus respirer. » Raphaël sourit, satisfait de l'analogie. « Exactement. Et le mieux, c'est que tout est techniquement légal. Peu importe que 90% des procès soient finalement classés sans suite. Le mal est déjà fait. »« Et les employés ?» demanda le même cadre qui avait auparavant posé des questions sur les ingénieurs. « Dommages collatéraux, » répondit Raphaël avec un haussement d'épaule. « Les affaires sont les affaires. S'ils étaient vraiment bons, ils travailleraient pour de plus grandes entreprises, comme la nôtre. » Il rit. « Mon père dit souvent que la compassion est un luxe que seuls les faibles peuvent se permettre. » Ce fut la goutte d'eau. Louise sentit quelque chose s'éveiller en elle, non seulement de la colère, mais une clarté cristalline, une certitude absolue que c'était le moment d'agir. « Excusez-moi, monsieur Delacroix, » dit-elle, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha du restaurant. « Je voudrais faire une observation sur votre stratégie commerciale. » Le silence qui s'ensuivit fut instantané et profond. Raphaël se tourna lentement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous me parlez ?» demanda-t-il véritablement perplexe, qu'une serveuse ait l'audace de lui adresser la parole en dehors du contexte du service. « Oui, monsieur. » Louise resta ferme, consciente que tous les regards du restaurant étaient maintenant fixés sur elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre analyse sur les acquisitions prédatrices et je voudrais offrir une perspective alternative. » Raphaël regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un explique la blague. Ses compagnons semblaient également stupéfaits. « Vous, » dit-il finalement, pointant un doigt vers Louise, « une serveuse voulait me donner des conseils commerciaux ?» Son rire fut suivi nerveusement par ses collègues. « C'est impayable. Allez-y alors, professeur serveuse, illuminez-nous de votre sagesse. » Le ton condescendant ne fit que renforcer la détermination de Louise. Elle posa le plateau sur le buffet voisin et fit face à Raphaël directement. « Votre stratégie de litige prédateur, comme méthode d'acquisition, monsieur Delacroix, représente un paradigme de gestion d'entreprise désuet et fondamentalement myope. » Sa voix était claire, articulée, complètement différente de la soumission polie qu'il attendrait d'une servante. C'est une approche parasitaire qui sacrifie la valeur à long terme pour des gains immédiats. Le sourire moqueur de Raphaël se figea. Premièrement, continua Louise, maintenant en plein contrôle, en détruisant des entreprises plus petites uniquement pour acquérir leurs actifs physiques ou leurs propriétés intellectuelles, vous éliminez systématiquement l'écosystème d'innovation dont votre propre conglomérat dépend pour sa croissance future. C'est comme brûler les graines, qui produiraient votre récolte de demain. Un murmure parcourut le restaurant. Serge, le gérant paralysé près du bar, observait la scène avec une horreur croissante. Deuxièmement, Louise continua, votre tactique détruit la valeur du capital humain. Lorsque Énergie Verte sera démantelée lundi, vous ne ferez pas que licencier des ingénieurs. Vous gaspillerez des années de connaissances institutionnelles, de dynamique d'équipe et de culture d'innovation qui sont impossibles à recréer artificiellement. Raphaël tenta de l'interrompre, mais elle poursuivit impitoyablement. Troisièmement, cette stratégie génère des vulnérabilités réglementaires à long terme.
L'acquisition hostile de Silvera Renouvelable en 2021 a attiré un examen antitrust qui a entraîné des amendes dépassant de 30% les économies obtenues par l'acquisition sous-évaluée, sans parler des dommages à la réputation qui ont conduit à la perte de contrats gouvernementaux dans le domaine des infrastructures. Les cadres à table se regardèrent, visiblement mal à l'aise. La mention spécifique de données internes du groupe de la Croix suggérait que Louise n'était pas une simple serveuse. Et quant à l'affirmation selon laquelle les affaires sont les affaires, permettez-moi de citer l'étude longitudinale de la Harvard Business Review de 2019 qui a démontré catégoriquement que les entreprises ayant des stratégies d'acquisition collaborative surpassent financièrement les prédateurs corporatifs sur un horizon de 10 ans, avec un ROA moyen supérieur de 23% et une volatilité des actions inférieure de 18%. Le restaurant entier était dans un silence absolu. Raphaël, le visage maintenant rouge d'humiliation, retrouva enfin sa voix. « Qui diable pensez-vous être » cria-t-il, se levant partiellement. « Quelqu'un qui comprend la différence entre une stratégie de constructeur et une stratégie de destructeur, monsieur Delacroix. Votre père connaissait la différence dans les années 90 lorsqu'il a collaboré avec Construction Andrade pour le projet Nouvel Horizon, partageant les risques et les récompenses au lieu d'essayer de les détruire. Le résultat a été l'une des entreprises les plus lucratives de l'histoire du secteur immobilier français. La mention du père de Raphaël sembla le frapper comme une gifle. Il regarda autour de lui, réalisant que tout le restaurant était témoin de son humiliation publique. « Vous êtes viré !» réussit-il finalement à articuler. « À vrai dire, » intervint Serge, trouvant enfin le courage de s'approcher, « c'est la prérogative de la direction du restaurant. » Il se tourna vers Louise, son visage, un masque de panique contrôlé. « Mademoiselle Rivière, veuillez vous retirer immédiatement. Votre contrat de travail est terminé. » Louise acquiesça calmement, comme si cela n'était qu'une conséquence attendue. Sans hâte, elle retira son tablier noir et le posa sur la table à côté de l'assiette de Raphaël. « Une dernière observation, monsieur Almeida, » dit-elle, sa voix désormais plus douce, mais audible pour tous. La stratégie que vous avez décrite avec tant de fierté, c'est exactement celle que votre entreprise a utilisée contre Éco-Rivière Construction il y a 3 ans. 53 procès simultanés, tous finalement classés, sans suite pour manque de fondement, mais seulement après que l'entreprise fut déjà financièrement détruite. Le visage de Raphaël enregistra un éclair de reconnaissance. « Je m'appelle Louise Rivière. Édouard Rivière est de mon père. Et vous venez de me donner l'occasion de dire ce que je voulais depuis 3 ans. Votre modèle d'affaires n'est pas seulement contraire à l'éthique, il est fondamentalement stupide. » Sur ces mots, elle se retourna et marcha calmement en direction de la sortie, laissant derrière elle un restaurant en état de choc et un Raphaël Almeida complètement sans voix. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre du petit appartement à Montmartre, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air. Louise fixait le plafond écaillé, allongée sur le lit étroit où elle avait passé la nuit blanche. Le réveil numérique sur la table de chevet affichait 6h47 du matin. Son téléphone portable vibra pour la 10e fois en moins d'1 heure. Encore un numéro inconnu. Depuis qu'elle était sortie du restaurant la veille au soir, son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Des collègues inquiets, des journalistes curieux qui avaient réussi à obtenir son numéro d'une manière ou d'une autre, et même une fois Thaddée, le maître d'hôtel, appelant discrètement pour dire que la vidéo de l'altercation faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Apparemment, l'un des clients avait filmé discrètement tout l'épisode. Louise prit le téléphone et le mit en mode silencieux définitivement. Son CV était déjà à jour, mais quel restaurant à Paris embaucherait la serveuse qui avait publiquement humilié l'héritier de l'un des plus grands conglomérats du pays? Et sans référence de la terrasse parisienne, ses chances dans des établissements haut de gamme étaient pratiquement nulles. 3 ans de sacrifice jetés par la fenêtre en 5 minutes d'indignation. Cela en valait-il la peine? L'image du visage pâle de Raphaël Almeida lui vint à l'esprit, suivi du souvenir du petit sourire d'approbation dans les yeux du cadre le plus âgé à table, le seul qui avait remis en question les tactiques de l'héritier. Pendant un moment fugace, Louise ressentit une satisfaction viscérale. Puis la réalité reprit le dessus. Les factures médicales de sa mère n'attendraient pas. Le traitement ne pouvait être interrompu.
Le minuscule appartement qu'elle partageait avec 2 autres personnes ne se paierait pas tout seul. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois-ci, un message. Texte. Mademoiselle Rivière, je suis Paul Guesde, assistant exécutif de Monsieur Auguste Almeida. Une voiture est à votre disposition devant votre immeuble. Monsieur Almeida souhaiterait s'entretenir avec vous personnellement. Il est de votre intérêt de vous y rendre. Louise relut le message 3 fois, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Auguste Almeida, le patriarche, le fondateur de l'Empire, l'homme qui, indirectement, avait détruit sa famille. Par la fenêtre de la chambre, elle vit une berline noire aux vitres teintées stationnée sur le trottoir. Sans doute y avait-il un agent de sécurité observant sa fenêtre à cet instant. Précis. Sa première réaction fut la terreur. Comptait-il la poursuivre en justice, la mettre sur une sorte de liste noire corporative, la menacer pour que la vidéo soit retirée? Mais alors, une pensée plus sombre et, paradoxalement, plus porteuse d'espoir prit forme. S'ils voulèrent la détruire, ils n'auraient pas besoin de la convoquer pour une réunion. Ils auraient simplement agi. Louise enfila sa meilleure tenue, un blazer bleu marine discret sur un chemisier blanc simple, un pantalon de tailleur noir et les seules chaussures à talons qui n'étaient pas encore complètement usées. Ce n'était pas une tenue de cadre de premier ordre, mais c'était le mieux qu'elle put faire. Quand elle descendit les escaliers de l'immeuble ancien, le chauffeur se tenait déjà debout à côté de la voiture, la porte arrière ouverte. Il ne dit pas un mot, acquiesça simplement avec respect pendant qu'elle montait. L'intérieur du véhicule était luxueux sans être ostentatoire, cuir noir immaculé, bois poli sur les portières, un discret panneau séparant le chauffeur des passagers. Sur le siège à côté d'elle se trouvait un porte-documents en cuir contenant un accord de confidentialité. « Monsieur Guesde demande que vous signiez avant. »« Notre arrivée », informa le chauffeur parlant enfin. « Politique de l'entreprise pour les visiteurs au siège social. » Louise examina rapidement le document. C'était un accord de non-divulgation, NDA, standard, lui interdisant de divulguer toute information sur ce qu'elle verrait ou entendrait dans les installations du groupe Almeida. Rien de particulièrement menaçant ou inhabituel. Elle signa. Le trajet jusqu'à l'imposant siège social du groupe Almeida, au cœur des Champs-Élysées, dura environ 20 minutes. Pendant tout le parcours, Louise tenta d'organiser ses pensées, de se préparer à tout scénario. Mais comment se préparer à affronter l'homme dont les décisions avaient, même indirectement, mis sa mère sur un lit d'hôpital et son père dans une spirale de dépression? La voiture entra directement dans le parking souterrain de l'immeuble, évitant l'entrée principale. Un homme d'âge mûr, vêtu impeccablement d'un costume gris, attendait près de l'ascenseur privé. « Mademoiselle Rivière », il tendit la main formellement. « Paul Guesde, veuillez me suivre. » L'ascenseur monta directement du sous-sol jusqu'au 42e étage, sans arrêt. Quand les portes s'ouvrirent, Louise fut accueillie par un étage exécutif impressionnant. Sol en marbre italien, art contemporain au mur, vue panoramique sur la ville à travers des pailles vitrées. C'était la matérialisation physique du pouvoir corporatif. Guesde la guida à travers un couloir jusqu'à une salle d'attente adjacente à ce qui semblait être le bureau principal. « Veuillez patienter ici, s'il vous plaît. Monsieur Almeida la recevra dans quelques minutes. » Seule dans l'antichambre, Louise remarqua une particularité architecturale. L'un des murs était entièrement vitré, mais avec un léger reflet miroir de l'autre côté. Elle avait déjà vu cela auparavant. C'était un verre sans teint. Quelqu'un pouvait l'observer à cet instant précis. Le soupçon fut confirmé lorsque, quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et un homme grand aux cheveux gris entra, un sourire énigmatique sur son visage marqué par le temps. « Mademoiselle Rivière, dit-il, sa voix profonde emplissant la pièce, « je suis Auguste Almeida. Merci d'avoir accepté mon invitation. » Auguste Almeida était l'antithèse de son fils. Tandis que Raphaël exhalait une arrogance juvénile, le père irradiait une confiance silencieuse qui venait de décennies passées à construire un empire. Ses yeux, cependant, avaient la même froideur calculatrice. « J'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés, » dit Louise, serrant fermement la main tendue. « En effet. » Auguste sourit, désignant la paroi vitrée. « Je dînais dans une salle privée à la terrasse parisienne hier soir. J'ai l'habitude d'observer mon fils dans des situations d'affaires sans qu'il le sache. Révélateur, c'est le moins qu'on puisse dire. »
Il désigna une autre porte. « Veuillez, allons dans mon bureau où nous pourrons nous entretenir correctement. » Le bureau d'Auguste Almeida était étonnamment sobre pour un homme de sa position. Meubles classiques en bois sombre, quelques tableaux de paysages français, une bibliothèque avec des livres qui semblaient effectivement lus. La seule extravagance était la vue spectaculaire sur Paris qui s'étendait à perte de vue. « Un café ?» proposa-t-il désignant un plateau préparé. « Non, merci. » Louise préféra aller droit au but. « Pourquoi suis-je ici, monsieur Almeida ?» Auguste s'assit dans son fauteuil en cuir derrière l'imposant bureau, l'étudiant avec intensité pendant quelques secondes avant de répondre. « Votre performance d'hier soir fut impressionnante. Imprudente, certes, mais impressionnante. » Il se pencha en avant. « Quel âge avez-vous, mademoiselle Rivière ?»« 27. Et vous étiez en dernière année d'administration à Sciences Po quand vous avez dû abandonner vos études, n'est-ce pas, avec une spécialisation en finance et durabilité corporative. » Louise sentit un frisson. Ils avaient déjà enquêté sur son passé. « Oui, j'ai dû quitter la faculté quand l'entreprise de mon père a fait faillite. » Écho Rivière. Auguste acquiesça pensivement. « Une entreprise de construction axée sur les bâtiments durables. Votre père fut un pionnier en France en matière de certification LEED, si je ne me trompe. Vous savez très bien qui est mon père et ce qui est arrivé à son entreprise, » répondit Louise, incapable de garder la neutralité dans sa voix. « Une filiale de... Votre conglomérat a orchestré la campagne de litige qui l'a détruite. » Auguste ne nia pas. « Les affaires sont souvent impersonnelles, mademoiselle Rivière. Les décisions sont prises en tenant compte des chiffres, pas des personnes. Sauf quand les personnes sont les chiffres eux-mêmes, monsieur Almeida. 200 employés ont perdu leur emploi. Mon père a perdu le travail de toute une vie. Ma mère a perdu l'accès à son régime de santé quand elle en avait le plus besoin. » Un lourd silence planait entre eux pendant quelques instants. « Votre confrontation avec mon fils, Auguste, continua finalement, a révélé non seulement du courage, mais une compréhension sophistiquée des stratégies d'entreprise et de leurs conséquences à long terme. Votre analyse du capital humain et des vulnérabilités réglementaires était perspicace. Vous avez cité des données spécifiques de nos transactions qui ne sont pas de notoriété publique. » Louise resta silencieuse. « Comment avez-vous obtenu ces informations ?» demanda-t-il, sa voix maintenant plus curieuse qu'accusatrice. « J'ai des amis qui travaillent encore dans le secteur financier, et je lis les rapports annuels, monsieur Almeida, les vrais, pas les versions maquillées pour les actionnaires. Votre entreprise a des fuites, des personnes mécontentes qui partagent des informations. » Auguste acquiesça lentement. « Honnêteté. » « Bien. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Vous avez mentionné hier le projet Nouvel Horizon des années 90. Savez-vous ce qui a rendu cette entreprise si réussie, mademoiselle Rivière? La structure de partage des risques entre votre groupe et Construction Andrade. Vous avez partagé les coûts initiaux et les bénéfices proportionnellement, créant un modèle qui incitait les deux parties à maximiser l'efficacité sans compromettre la qualité. » Auguste se tourna vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Précisément. Ce fut l'une des meilleures affaires que j'ai jamais faites. Savez-vous pourquoi j'ai abandonné cette approche des années plus tard? Parce que les acquisitions hostiles génèrent des rendements plus rapides, même s'ils sont moindres à long terme, » répondit Louise sans hésitation. « C'est la différence entre cultiver un arbre fruitier et couper la forêt pour vendre du bois. » Le patriarche rit suavement. « Vous avez un don pour les métaphores percutantes. » Il retourna à sa chaise. « Mon fils n'a pas la patience de cultiver. Raphaël veut des résultats immédiats, des victoires rapides, des titres dans les journaux financiers. Il confond le bruit avec l'impact. »« Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Louise, confuse par la tournure de la conversation. Auguste ouvrit un tiroir et en retira un dossier. « Parce que j'ai une proposition pour vous, mademoiselle Rivière. Une qui pourrait nous bénéficier à tous les deux. » Il fit glisser le dossier sur la table. Louise hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouva un contrat préliminaire. « Un siège provisoire au conseil d'administration du groupe Almeida », expliqua Auguste, avant qu'elle ne pût lire tous les détails. « Spécifiquement au comité de développement stratégique. » Louise le regarda incrédule. « C'est une sorte de blague ? J'ai l'air de quelqu'un qui fait des blagues, mademoiselle Rivière ?
Pourquoi offririez-vous une telle position à quelqu'un qui a publiquement humilié votre fils et critiqué les stratégies de l'entreprise? Auguste se pencha en avant, ses yeux intenses fixés sur les siens. Parce que les entreprises, tout comme les personnes, doivent être mises au défi pour évoluer. Et parce que je reconnais le talent quand je le vois. Ça même quand il vient déguisé en serveuse. Louise feuilleta rapidement le contrat, notant le montant substantiel des honoraires annuels proposés. C'était plus d'argent qu'elle ne gagnerait en 10 ans comme serveuse. « Où est le piège ?» demanda-t-elle, certaine qu'il y avait quelque chose de caché entre les lignes. « Le piège, comme vous dites, est double, » répondit Auguste avec une franchise surprenante. « Premièrement, le siège est initialement provisoire. Pour le rendre permanent, vous devez mener à bien un projet spécifique. » Il fit une pause significative. « Deuxièmement, une partie de ce projet implique de travailler directement avec Raphaël. » « Travailler avec votre fils ?» Louise ne put cacher son incrédulité. « Après hier soir ?»« Surtout après hier soir. » Auguste sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Raphaël a besoin d'apprendre, et vous venez de vous qualifier comme son professeur le plus improbable. Qu'est-ce que ce projet impliquerait exactement ? La division d'énergie renouvelable que nous avons acquise récemment. Énergie verte. » Auguste désigna une photographie au mur, montrant un complexe de panneaux solaires. Raphaël a mené l'acquisition, mais sa gestion subséquente a été problématique. La division perd de l'argent, perd des talents et annule des contrats. J'ai besoin que vous aidiez à y remédier. Louise ne put contenir un rire ironique. Alors, vous voulez que je sauve l'entreprise que votre fils a ruinée en utilisant les mêmes tactiques qui ont détruit celle de mon père. Poétique, n'est-ce pas? Auguste ne semblait pas le moindre du monde gêné. Considérez cela comme une occasion de prouver que votre approche est supérieure. Transformez cette opération en utilisant vos principes, pas les siens. Louise ferma le dossier, son esprit travaillant à toute vitesse. Il y avait quelque chose ici qui n'avait pas de sens. Pourquoi moi? Paris regorge de cadres expérimentés qui donneraient un bras pour une opportunité au conseil du groupe Almeida. Pourquoi l'offrir à une serveuse de 27 ans qui n'a pas terminé ses études universitaires? Auguste se leva à nouveau, marchant lentement autour du bureau jusqu'à se retrouver directement à côté d'elle. Parce qu'aucun de ces cadres n'aurait le courage de dire la vérité directement en face de mon fils. Aucun d'eux ne risquerait sa carrière par principe. Et parce que, sa voix s'adoucit légèrement, vous avez quelque chose à prouver, non seulement professionnellement mais personnellement. Il savait exactement sur quels leviers appuyer. Et si je refuse? Alors vous repartirez d'ici exactement comme vous êtes venu, au chômage et avec des factures médicales à payer. Et malheureusement, avec un antécédent public d'avoir affronté l'un des héritiers corporatifs les plus puissants du pays. Les serveuses avec un tel profil ne sont pas exactement très demandées sur le marché. La menace voilée était claire. C'est du chantage, monsieur Almeida. C'est de la négociation, mademoiselle Rivière. Je vous offre une opportunité unique d'influencer l'avenir d'un conglomérat que vous méprisez manifestement, de le transformer de l'intérieur. Louise se leva, faisant face à Auguste directement. « Et votre fils? Il a accepté cela ?»« Raphaël fera ce que je déciderai, » répondit le patriarche avec une confiance inébranlable. « Il peut ne pas aimer initialement, mais il comprendra la valeur de la leçon en temps voulu. » Louise marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville où elle était née et avait grandi. Quelque part, en contrebas se trouvait le petit hôpital où sa mère luttait contre la sclérose en plaques. Dans un bureau modeste, son père tentait de reconstruire une carrière de ses cendres. « J'ai des conditions, » dit-elle finalement, se retournant pour faire face à Auguste. Un sourire satisfait apparut sur le visage du patriarche. « Je m'y attendais. Premièrement, je vous rendrai compte directement, pas à Raphaël ou à tout autre directeur. Deuxièmement, j'aurai une autorité absolue sur le projet, sur un pied d'égalité avec votre fils. Troisièmement, » elle fit une pause significative, « je veux l'embauche immédiate de Pierre Ferrand, le serveur que votre fils a fait renvoyer hier, pour notre équipe administrative. » Auguste leva un sourcil, surpris par la dernière demande. « Il est intéressant que votre première demande de pouvoir soit d'aider quelqu'un d'autre que vous-même. » Il acquiesça. « J'accepte vos conditions. Autre chose ? » « Oui.
Louise prit le dossier sur la table. « Je veux que ce contrat soit révisé par mon propre avocat avant de signer quoi que ce soit. » Pour la première fois depuis le début de la conversation, Auguste Almeida rit sincèrement. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, Mademoiselle Rivière. Quelqu'un qui n'acceptait pas non plus les choses au pied de la lettre. »« Qui ?»« Moi-même, quand j'avais votre âge. » Il tendit la main pour une poignée de main formelle. « Bienvenue au groupe Almeida, Louise. La tempête commence demain à 8 heures. » Quand Louise serra cette main, elle sentit comme si elle scellait un pacte avec le diable lui-même. Mais parfois, pensa-t-elle, il faut entrer en enfer pour changer le système de l'intérieur. L'ancien entrepôt industriel en banlieue est de Paris, désormais siège, de la division énergie verte récemment acquise, fourmillait de rumeurs. Des employés s'agglutinaient en petits groupes, échangeant des théories sur la mystérieuse réunion convoquée pour ce matin. La nouvelle de l'acquisition par le groupe Almeida avait déjà causé suffisamment de panique. Maintenant, la visite imminente de l'infâme Raphaël Almeida amplifiait l'anxiété collective. Louise arriva 20 minutes avant l'heure prévue. Vêtue d'un tailleur bleu marine, acheté à la hâte la veille, grâce à l'avance généreuse qu'Auguste Almeida avait insisté pour lui fournir, elle marchait sur le parking quand elle remarqua un homme d'âge mûr l'observant de loin. Il portait un jean usé et une chemise en flanelle, détonnant complètement de l'image que l'on attendrait d'un cadre. « Mademoiselle Rivière ?» L'homme s'approcha, tendant la main. « Antoine de Vasconcelos, ingénieur en chef, ou ce qu'il en reste. »« Enchanté, monsieur de Vasconcelos. » Louise serra sa main, notant les callosités caractéristiques de quelqu'un qui travaillait avec des outils, pas seulement des claviers. « Je ne sais pas exactement ce que vous êtes venu faire ici, » dit-il sans détour. « Mais si vous faites partie de l'escouade de licenciement, je suggère que vous commenciez par moi. Épargnez mon équipe. La plupart ont une famille à ma charge. » La franchise surprit Louise. « Je ne suis pas ici pour licencier qui que ce soit. Au contraire. » Antoine l'étudia avec scepticisme. « J'ai déjà entendu ça. La dernière fois, ils ont licencié 30 personnes le lendemain. Monsieur de Vasconcelos, je peux vous garantir que... » Une voiture de sport rouge entra sur le parking à toute vitesse, freinant brusquement près de l'entrée principale. Raphaël Almeida émergea du véhicule, parlant vivement au téléphone portable, complètement inconscient des employés qui l'observaient avec appréhension. À côté de lui, Pierre, l'ex-serveur, portant maintenant un costume simple, portait une mallette et semblait simultanément intimidé et déterminé. Louise inspira profondément. « Allons-y. La réunion est sur le point de commencer, et je vous promets que ce n'est pas ce que vous imaginez. » L'auditorium improvisé était bondé, environ 50 employés appréhensifs occupaient chaque espace disponible. Sur la scène, une table avec 4 chaises attendait les présentateurs. Raphaël, raccrochant le téléphone, se dirigea directement là-bas sans regarder personne. Quand il aperçut Louise entrant par le côté, son visage se durcit. C'était la première fois qu'il se voyait depuis l'incident au restaurant. Pendant un moment tendu, leurs regards se croisèrent, le sien rempli de ressentiment, le sien de détermination tranquille. « Bonjour à tous !» Louise Rivière prit l'initiative, montant sur scène et se plaçant à côté de la table, choisissant délibérément de ne pas s'asseoir tout de suite. « Mon nom est Louise Rivière. À partir d'aujourd'hui, je dirigerai le projet de restructuration d'énergie verte aux côtés de Raphaël Armand, par décision directe de M. Auguste Armand. » Un murmure parcourut l'assemblée. Raphaël, visiblement contrarié par la présentation de Louise, se leva brusquement. « Comme mon père a dû le mentionner, » interrompit-il, son ton forcé d'être cordial, « il s'agit d'une phase transitoire. Mademoiselle Rivière apportera une perspective différente au processus. » Pour être absolument clair, poursuivit Louise, sans se laisser intimider, mon autorité sur ce projet est équivalente à celle de M. Armand. Toutes les décisions seront prises conjointement ou en l'absence de consensus, arbitrées directement par le président du groupe. Le visage de Raphaël se contracta, presque imperceptiblement. Cette stipulation spécifique semblait être une nouveauté pour lui. « Veuillez vous présenter. » Louise s'adressa aux 2 hommes qui complétèrent la table, afin que tout le monde sache exactement qui mène cette transition. « Marc Dubois, dit un
Homme au costume impeccable et à l'expression calculatrice. Directeur financier désigné pour la nouvelle filiale. Pierre Fournier, se présenta l'ancien serveur d'une voix ferme, surprenant beaucoup par sa présence. Assistant exécutif de Mademoiselle Rivière et coordinateur administratif du projet de transition. Louise put voir la confusion sur le visage de Raphaël en reconnaissant Pierre du restaurant. Il ouvrit la bouche pour protester, mais y réfléchit mieux et resta silencieux. « Avant d'expliquer les prochaines étapes, continua Louise, je veux que quelque chose soit absolument clair. Personne ne sera licencié au cours des 90 prochains jours. » La déclaration provoqua une vague de soupirs de soulagement et de regards pleins d'espoir. « C'est irresponsable », siffla Raphaël se penchant vers elle. « Il y a des redondances évidentes dans la structure. »« 90 jours », répéta Louise, l'ignorant. « Pendant cette période, nous évaluerons entièrement les opérations, les projets en cours et le potentiel futur. Ce n'est pas un exercice de réduction des coûts, monsieur Armand. » Elle se tourna vers Raphaël, lui parlant maintenant directement. « C'est un investissement dans la récupération de valeur. » Raphaël força un sourire pour l'Assemblée. « Évidemment, nous voulons préserver l'esprit innovant qui a fait d'énergie verte une acquisition attractive. Si vous me permettez... » Antoine Valois se leva parmi l'Assemblée. « Nous avons déjà subi 2 restructurations avec des consultants externes ces dernières années. Toutes ont abouti à des coupes dans des projets prometteurs et à la perte de talents essentiels. Pourquoi celle-ci serait-elle différente ?» Raphaël se prépara à répondre par une platitude corporative, mais Louise fut plus rapide. « Monsieur Valois, les coupes sont le recours de gestionnaires sans créativité, ou qui ne comprennent tout simplement pas l'entreprise qu'ils dirigent. » Elle marcha jusqu'au bord de la scène, s'approchant de l'Assemblée. « Au lieu de parler de synergie et d'optimisation, que diriez-vous de discuter du projet Hélios ? D'après ce que j'ai compris, il était sur le point de révolutionner l'efficacité des panneaux solaires lorsque les fonds ont été gelés pendant le processus d'acquisition. » Un silence stupéfait envahit l'auditorium. Personne ne s'attendait à ce qu'elle connaisse les détails des projets internes. « Hélios est... » Antoine balbutia, surpris. « Comment savez-vous cela ?»« J'ai fait mes devoirs, monsieur Valois. J'ai lu chaque rapport, chaque proposition de brevet, chaque analyse de faisabilité produite au cours des 3 dernières années par Énergie Verte. » Elle sourit, un sourire authentique cette fois. « Et, franchement, j'ai été impressionné. Votre équipe a réalisé une avancée de 23% dans l'efficacité de conversion en utilisant un substrat de graphène modifié que personne d'autre sur le marché n'a réussi à reproduire. » Raphaël regardait Louise comme si elle s'était soudainement mise à parler une langue extraterrestre. Ce n'était pas le genre de détail qui intéressait normalement les dirigeants du groupe Armand, préoccupés uniquement par les marges bénéficiaires et les calendriers d'amortissement. « Ce que je propose, » continua Louise, « est une approche inverse de ce à quoi vous vous attendez probablement. Au lieu de couper, nous allons investir. Au lieu de démembrer, nous allons intégrer. Au lieu de vendre la technologie à des filiales asiatiques, » elle lança un regard significatif à Raphaël. « Nous allons la développer ici avec l'équipe qui l'a créée. » L'atmosphère dans la salle changea perceptiblement. La peur fit place à une espérance prudente. « Tout cela semble très inspirant, » intervint Marc, le nouveau directeur financier, son ton condescendant, « mais le fait est qu'Énergie Verte est dans le rouge depuis 3 trimestres consécutifs. Le flux de trésorerie est insoutenable. »« Laissez-moi deviner, » répondit Louise sans perdre le rythme. « Les problèmes ont commencé exactement lorsque les rumeurs d'acquisition hostile ont fait surface, n'est-ce pas? Lorsque des contrats ont été annulés par des clients incertains de l'avenir de l'entreprise, lorsque des investisseurs se sont retirés, lorsque des talents clés ont commencé à chercher des emplois plus stables ?» Marc ajusta sa cravate, mal à l'aise avec la précision de l'analyse. « La première chose que nous ferons, » Louise se tourna vers l'Assemblée, « est de réviser tous les contrats annulés au cours des 6 derniers mois. Pierre dirigera cet effort, travaillant directement avec l'équipe commerciale. Notre objectif est d'en récupérer au moins 40% avec des garanties directes du groupe Armand. » Raphaël, réalisant qu'il perdait le contrôle du récit, se leva. « Bien sûr, nous soutenons les initiatives innovantes. » Il tenta de reprendre le devant de la scène. « Mais nous devons être réalistes quant au délai et au retour attendu. Le groupe Armand a des responsabilités envers ses actionnaires. »
Et envers ses employés, et envers la société, et envers l'avenir du pays, compléta Louise. Monsieur Armand a absolument raison. C'est pourquoi notre première action officielle sera de débloquer immédiatement les fonds du projet Hélios et d'autoriser l'embauche de 5 ingénieurs supplémentaires pour l'équipe. L'assemblée éclata en applaudissements spontanés. Raphaël, pris complètement par surprise, ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de parvenir à articuler « Ce n'était pas... Nous n'avons pas discuté. J'utilise mon autorité déléguée par Monsieur Auguste Armand, répondit Louise calmement, mais assez fort pour que tout le monde entende. À moins que vous ne vouliez appeler votre père maintenant et remettre en question la décision. » Les regards de tous alternaient entre Raphaël et Louise comme lors d'un match de tennis particulièrement tendu. Après un moment qui parut une éternité, Raphaël sourit artificiellement. « Naturellement, je soutiens toute initiative prometteuse. Nous allons discuter des détails après la réunion. » La victoire initiale établie, Louise commença à esquisser le plan de restructuration pour les 90 prochains jours. Pendant qu'elle parlait, elle observait les expressions de l'Assemblée changer progressivement du scepticisme à la curiosité et finalement à un optimisme prudent. 2 heures plus tard, lorsque la réunion se termina, Antoine Valois fut le premier à s'approcher d'elle. « Je ne sais pas qui vous êtes ni d'où vous venez, » dit-il sans ambages, « mais vous comprenez clairement ce que nous essayons de construire ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de l'équipe technique, comptez sur moi. » « Merci Antoine. Nous aurons besoin de toute l'aide possible. » Elle sourit, fatiguée mais satisfaite de ce premier pas. Lorsque l'auditorium se vida, ne laissant qu'elle, Pierre et Raphaël, l'héritier laissa finalement tomber son masque de cordialité. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» grogna-t-il pratiquement. « Vous ne pouvez pas simplement arriver ici et promettre des investissements sans approbation budgétaire. »« En fait, je le peux, » répondit Louise calmement, organisant ses notes. « Et vous le savez, à moins que vous ne vouliez expliquer à votre père pourquoi vous entravez le progrès dès le premier jour. »« C'est ridicule. Et pourquoi est-il ici ?» Raphaël désigna Pierre qui observait la confrontation en silence. Pierre a de l'expérience en administration et est en train de terminer son MBA. Il sera précieux pour la transition. Il était serveur il y a 3 jours, et j'étais serveuse il y a 2 jours, répondit Louise sans perdre son sang-froid. Les gens sont plus que leurs emplois actuels, monsieur Armand. C'est précisément l'une des leçons que votre père espère que vous apprendrez. Raphaël passa la main dans ses cheveux parfaitement coiffés, clairement frustré. Cela ne fonctionnera pas. Vous n'avez pas d'expérience en entreprise. Vous ne connaissez pas notre culture. C'est exactement pourquoi je suis ici. Louise rangea ses documents dans la nouvelle mallette en cuir qu'elle avait achetée pour paraître plus exécutive, pour apporter une perspective différente, pour remettre en question une culture qui valorise la destruction plus que la construction. Pendant un instant, Raphaël parut sincèrement confus. « Vous croyez vraiment pouvoir changer le groupe Armand? Une entreprise avec 50 ans d'histoire et des pratiques établies? »« Non, » répondit Louise, le regardant directement dans les yeux. « Je crois que je peux changer une division. Et peut-être, juste peut-être, changer une personne. » Pierre, qui jusqu'alors observait en silence, intervint. « Nous avons une réunion avec le département financier dans 15 minutes, Louise. »« Merci, Pierre. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte de l'auditorium. « Monsieur Armand, je sais que cette situation est inconfortable pour vous, mais je vous suggère d'essayer de voir cela non pas comme une humiliation, mais comme une opportunité. Vous avez beaucoup à apprendre, et moi aussi. La différence, c'est que je le reconnais. » Laissant Raphaël seul avec ses pensées, Louise et Pierre se dirigèrent vers la prochaine réunion. Dans les couloirs, les employés l'observaient avec un mélange de curiosité et d'espoir renouvelé. « Vous avez été incroyable là-dedans, » murmura Pierre. « Mais il va essayer de vous saboter à la première occasion. »« Comptez dessus, » répondit Louise. « C'est pourquoi notre prochain arrêt est crucial. »« Le département financier ? » ?»« Exactement. Je veux voir tous les contrats signés au cours des 6 derniers mois. Surtout ceux avec des consultants externes et des prestataires de services spécialisés. » Pierre fronça les sourcils, confus. « Que cherchons-nous exactement ?»« Des conflits d'intérêts, » répondit Louise, sa voix maintenant plus basse. « Si Raphaël est comme la plupart des héritiers gâtés, il a probablement dirigé des contrats lucratifs vers des amis ou des entreprises dans lesquelles il a une participation indirecte. Et si nous trouvons quelque chose comme ça ?» Louise sourit, mais c'était un sourire différent maintenant.
déterminé, presque prédateur. Alors nous aurons le levier dont nous avons besoin pour nous assurer qu'il n'entrave pas la récupération de cette entreprise. Alors qu'il se dirigeait vers le département financier, Louise pensait à son père, à la façon dont il avait construit une entreprise basée sur des principes, pas seulement sur les profits, à la façon dont il disait toujours que les entreprises étaient comme des organismes vivants, pas des machines, à la façon dont il avait été détruit par des hommes qui ne voyaient que des chiffres, pas des vies. « Ça va ?» demanda Pierre, remarquant son expression lointaine. « Oui, répondit-elle, revenant au présent. Je pensais juste à tout le travail que nous avons devant nous. Pensez-vous vraiment que nous pouvons sauver cette entreprise ?» Louise s'arrêta, observant les ingénieurs et techniciens qui passaient dans les couloirs, des personnes avec des familles, des rêves et des hypothèques. « Nous ne sauvons pas seulement une entreprise, Pierre. Nous sauvons ce qu'elle représente. L'innovation éthique, la durabilité, un avenir meilleur. » Elle respira profondément. « Et peut-être, ce faisant, nous sauvons aussi un peu de l'âme du groupe Armand. Et si nous n'y parvenons pas, alors au moins nous aurons lutté pour la bonne cause. » Louise ajusta son blazer et redressa sa posture. « Maintenant, allons découvrir où sont enterrés les corps. » Les heures suivantes furent une plongée profonde dans les rapports financiers, les feuilles de calcul d'allocation de ressources et les contrats apparemment inoffensifs. À la fin de la journée, lorsque le soleil se couchait déjà sur Paris, Louise trouva exactement ce qu'elle cherchait. Un contrat de conseil stratégique d'une valeur de près de 2 millions d'euros avec la société Horizon Innovation. Une recherche rapide révéla qu'Horizon était contrôlé par nul, autre que Gustave Mercier, ami d'université de Raphaël et son témoin de mariage. « Bingo !» murmura-t-elle, imprimant le document et le rangeant soigneusement dans sa mallette. « Notre police d'assurance. » Quand elle quitta enfin le bâtiment d'énergie verte ce soir-là, Louise ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la sensation de faire exactement ce pourquoi elle était née. Elle ne servait plus des tables maintenant, elle servait un but plus grand. Et si Raphaël Armand pensait que la bataille au restaurant avait été difficile, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'horloge numérique au mur de la salle de réunion affichait 23h47. Le siège du groupe Armand était pratiquement désert à cette heure, avec seulement quelques agents de sécurité de nuit et des employés dévoués de l'équipe informatique encore présents. Louise ajusta la luminosité de l'écran de son ordinateur portable pour ne pas fatiguer davantage ses yeux fatigués. Au cours des 6 dernières semaines, sa vie s'était complètement transformée. De l'uniforme noir de serveuse au costume de cadre, des pourboires incertains à un salaire qui payait confortablement le traitement de sa mère, des humiliations silencieuses aux réunions de conseil. La métamorphose était si radicale que, parfois, elle se surprenait à regarder son reflet dans les fenêtres miroirs de l'immeuble, ne reconnaissant presque plus la femme qui lui faisait face. Énergie verte renaissait sous sa direction. Les premiers résultats apparaissaient déjà. 3 contrats importants récupérés, l'équipe technique renforcée par de nouveaux talents, le projet Helios avançant à un rythme accéléré. Même Raphaël, étonnamment, avait commencé à contribuer de manière productive, bien qu'à contre-cœur au début. La découverte du contrat frauduleux avec l'entreprise de son ami avait été le point de basculement. Lorsque Louise l'avait confrontée en privé avec les preuves, elle n'avait pas proféré de menaces explicites. Elle n'en avait pas besoin. Le simple fait qu'elle sache et qu'elle puisse à tout moment porter l'information à Auguste fut suffisant pour transformer l'hostilité ouverte de Raphaël en une coopération prudente. Encore du café ? Pierre entra dans la pièce portant une bouteille thermos. Tout comme Louise, il avait éclos dans son nouveau rôle, se révélant un administrateur méticuleux et loyal. « S'il vous plaît, je pense que nous aurons besoin de beaucoup de caféine pour terminer cet audit. » La tâche qui les retenait au bureau jusqu'à tard était monumentale. Une révision complète de toutes les acquisitions hostiles réalisées par le groupe Armand au cours des 5 dernières années. Auguste avait demandé cette analyse dans le cadre de l'évaluation de Louise, testant non seulement sa compétence technique, mais aussi sa résistance. « Tu devrais rentrer chez toi », suggéra Louise, remarquant les cernes profondes de Pierre. « Camille et le bébé ont besoin de toi. »« Je vais bien », insista-t-il, servant du café pour les deux. De plus,
Ta mère m'a appelé 3 fois aujourd'hui pour demander pourquoi tu n'étais pas venu depuis 2 semaines. Louise sourit malgré la fatigue. L'une des premières choses qu'elle avait faites en recevant son nouveau salaire fut d'embaucher Pierre non seulement comme assistant professionnel, mais aussi pour aider aux soins de sa mère, les jours où elle ne pouvait pas être présente. Dis-lui que j'irai dimanche sans faute, et que le nouveau traitement est garanti pour les 6 prochains mois. Pierre hocha la tête, retournant à sa table dans le coin de la pièce. Pendant quelques minutes, seul le son des touches pressées et des papiers manipulés remplit l'environnement. « Louise !» appela Pierre soudainement, sa voix étrangement tendue. « Je pense que tu devrais voir ça. » Il tenait un document qu'il venait d'imprimer du fichier numérique. C'était un mémorandum interne daté d'il y a 3 ans, marqué strictement confidentiel. Louise s'approcha, prenant le papier. Alors que ses yeux parcouraient les lignes dactylographiées, son cœur s'accélérait. Le document détaillait une stratégie spécifique pour l'acquisition d'Éco-Rivière, l'entreprise de son père. « Cela n'était pas dans le cadre de notre audit », observa Pierre avec prudence. « Nous nous concentrions uniquement sur les 5 dernières années, et ce cas spécifique, c'est personnel », compléta Louise, sa voix presque un murmure. Le mémorandum non seulement confirmait que la stratégie de litige prédateur avait été délibérément planifiée contre Éco-Rivière, mais indiquait quelque chose d'encore plus troublant. L'ordre venait directement d'Auguste Armand. Pas d'un directeur quelconque, pas d'un comité d'acquisition. Du patriarche lui-même. « Il y a plus », dit Pierre, tendant un autre document. « Un rapport financier interne. Regarde la section en surbrillance. » Louise sentit le sang se glacer dans ses veines. Le rapport montrait qu'en plus d'orchestrer les procédures judiciaires via des filiales du groupe, Auguste avait personnellement financé une campagne de diffamation contre son père, en plantant de fausses histoires dans la presse spécialisée sur de prétendues irrégularités dans les projets d'Éco-Rivière. « Il a détruit mon père. »« Délibérément », murmura Louise, une douleur aiguë lui serrant la poitrine. Ce n'était pas seulement des affaires impersonnelles comme il l'avait prétendu. Pierre resta silencieux, lui laissant de l'espace pour digérer la découverte. « Pourquoi ?» demanda Louise, plus à elle-même qu'à Pierre. « Pourquoi se concentrerait-il spécifiquement sur l'entreprise de mon père ? Éco-Rivière n'était pas si grande, elle ne représentait pas une réelle menace pour le groupe Armand. » Continuant à enquêter, ils plongèrent dans les archives numériques, cherchant toute mention d'Éco-Rivière. C'est après minuit qu'ils trouvèrent la dernière pièce du puzzle, un email d'Auguste à son alors directeur juridique. « Rivière a refusé de vendre même avec notre offre généreuse. Il dit qu'il a construit quelque chose qui n'est pas à vendre à n'importe quel prix. Son entêtement m'irrite. Des hommes comme lui doivent apprendre que tout a un prix. Procéder avec la stratégie alternative discutée. Je veux voir combien de temps ces principes survivront quand son entreprise commencera à couler. » Louise se laissa tomber sur la chaise, stupéfaite. Ce n'était pas seulement une transaction corporative froide, c'était personnel. Une vengeance contre quelqu'un qui avait osé défier la vision mercantile d'Auguste Armand. Tout cela parce que mon père a refusé de vendre, murmura-t-elle incrédule. Parce qu'il croyait en quelque chose au-delà du profit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Pierre avec prudence. Louise fixa les documents éparpillés sur la table, son esprit traitant les implications. Soudainement, la proposition d'Auguste, son insistance à l'amener au conseil, prenait une nouvelle perspective. « Il savait qui j'étais depuis le début », réalisa-t-elle à voix haute. Au restaurant, il n'était pas juste dans une salle privée par hasard. Il m'observait spécifiquement. « Pourquoi ?»« Parce qu'il a vu quelque chose en moi », répondit Louise, les pièces s'assemblant dans son esprit. « Pas ma moralité ou mon analyse brillante, comme il l'avait prétendu. Il a vu... » Sa voix faillit un instant. « Il a vu une détermination implacable, la même qu'il possède. » Pierre semblait confus. « Je ne comprends pas. » Auguste ne m'a pas embauché pour réformer l'entreprise ou pour enseigner à Raphaël. Il m'a embauché parce qu'il a reconnu en moi quelqu'un capable de faire ce qu'il faut pour gagner. Louise se leva brusquement. « Il me teste, Pierre. Il voit si je suis une successeur plus digne que son propre fils. C'est perturbant. C'est calculateur, corrigea Louise. Exactement comme lui. » Elle commença à rassembler les documents incriminants, les organisant méthodiquement, dans une mallette. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» demanda Pierre, appréhensif.
Louise marqua une pause, regardant par la fenêtre la ville illuminée en contrebas. Paris ne dormait jamais complètement, tout comme les ambitions et les conspirations qui alimentaient son cœur financier. « La question n'est pas ce que je vais faire de ces documents, » répondit-elle finalement. « C'est ce que je vais faire de moi-même. » « Comment ça ?»« J'ai deux options, Pierre. Je peux confronter Auguste immédiatement, lui jeter ses papiers au visage, tout dénoncer publiquement. Cela détruirait ma carrière naissante, mais cela donnerait à mon père une forme de justice symbolique, où je peux faire ce à quoi il s'attend le moins. » Louise se retourna, un nouveau feu dans les yeux. « Je peux mener ce projet à l'excellence absolue, transformer Énergie Verte en un succès incontestable, assurer ma place permanente au conseil d'administration, et ensuite, de l'intérieur, utiliser ce pouvoir pour changer les règles du jeu. » Pierre l'étudia longuement. « La deuxième option ressemble beaucoup à ce qu'Auguste ferait. Exactement. Et c'est pour ça que ça marchera. » Louise rangea soigneusement le dossier dans son sac. « Il s'attend à ce que je sois comme lui, impitoyable, calculatrice, prête à sacrifier des principes pour le pouvoir, et je le laisserai le croire pour l'instant. » « C'est dangereux, Louise. Tu jouerais son jeu. »« Non, Pierre, j'utiliserai ses règles contre lui-même. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd, chargé d'implications morales qu'aucun des deux n'était complètement prêt à assimiler. « Nous devons retourner au travail, » dit Louise finalement. « Nous devons terminer cet audit d'ici demain. » Ils continuèrent à travailler en silence, mais la découverte planait entre eux comme une ombre. Vers 3 heures du matin, lorsqu'ils eurent enfin terminé, Pierre posa une dernière question alors qu'ils éteignaient les ordinateurs. « Et Raphaël ? Sait-il l'implication directe de son père dans la destruction d'Éco-Rivière ?»« J'en doute fort, » répondit Louise. « Raphaël est peut-être arrogant et gâté, mais il n'est pas malveillant. Il imite le comportement qu'il a vu toute sa vie, sans en comprendre pleinement les conséquences. »« Tu crois vraiment qu'il est en train de changer ?» Louise réfléchit un instant, se souvenant des dernières semaines. Raphaël était toujours difficile, souvent têtu, mais il y avait de subtils signes d'évolution. Il avait commencé à participer plus activement aux réunions techniques, posait des questions sincères aux ingénieurs, avait même défendu le projet Hélios lors d'une présentation au conseil exécutif. « Je crois qu'il apprend, » répondit-elle finalement. « Si cela constitue un changement authentique ou juste une adaptation temporaire, je ne saurais pas encore le dire. » En quittant le bâtiment dans la froide aube, Louise sentit le poids du dossier dans son sac comme si elle portait du plomb. Ces documents représentaient non seulement la confirmation de ses soupçons, mais aussi un test moral qui définirait son avenir. Dans le taxi en direction de chez elle, elle s'autorisa pour la première fois depuis des semaines à penser à son père, non pas à l'homme d'affaires détruit qu'il était devenu, mais à l'homme qu'il avait été. Édouard Rivière, qui avait refusé des offres millionnaires parce qu'il croyait construire quelque chose de plus grand que ce que l'argent pouvait acheter, qui avait enseigné à sa fille que les entreprises pouvaient être des forces positives dans le monde, pas seulement des machines à accumuler des richesses. « Tu avais raison, papa, » murmura-t-elle à la vitre embuée du taxi. « Ils ne peuvent pas tout acheter. » Lorsqu'elle arriva enfin à son nouvel appartement, beaucoup plus spacieux et mieux situé que le précédent, Louise ne put pas dormir. Assise sur le balcon, observant l'horizon de Paris commencer à s'illuminer avec les premiers rayons de l'aube, elle prit sa décision. Elle accomplirait sa mission. Elle transformerait Énergie Verte en un cas exemplaire de redressement. Elle gagnerait le respect et la confiance d'Auguste. Elle assurerait sa place permanente au conseil d'administration. Et alors, quand elle aurait le pouvoir réel de faire la différence, elle affronterait le système de l'intérieur. Non par vengeance personnelle, mais pour le transformer fondamentalement, pour créer le type d'entreprise dont son père aurait été fier. Le soleil levant peignait les gratte-ciel d'or lorsque Louise s'endormit enfin. Les documents incriminants soigneusement rangés dans son coffre personnel, non seulement comme preuve contre Auguste, mais comme un rappel constant de ce qui était réellement en jeu. La vraie transformation, pensa-t-elle avant que le sommeil ne la submerge enfin, ne vient pas de la destruction de ses ennemis, mais de la transformation du champ de bataille lui-même. Le lendemain matin, en entrant au siège d'Énergie Verte pour une nouvelle journée de travail, Louise portait non seulement le poids de sa découverte, mais aussi une détermination renouvelée.
Elle trouva Raphaël déjà dans la salle de réunion, étonnamment tôt pour ses habitudes. « Bonjour », salua-t-il sans le sarcasme habituel. « J'ai révisé les projections pour le trimestre. Je pense que nous sous-estimons le potentiel du projet Hélios sur le marché asiatique. » Louise l'étudia un instant, essayant de concilier cette version engagée de Raphaël avec l'homme arrogant du restaurant. Était-il la même personne? Ou était-elle témoin d'une transformation authentique? « Montre-moi ce que tu as en tête, » répondit-elle, décidant de lui accorder le bénéfice du doute. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, discutant stratégie et projection, Louise ne pouvait s'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Elle avait été engagée pour enseigner à Raphaël, mais elle possédait maintenant des connaissances qui pourraient détruire l'image qu'il avait de son propre père. « Un problème ?» demanda Raphaël, remarquant sa distraction momentanée. « Non, » répondit Louise, se forçant à revenir au présent. « Je pensais juste à tout ce qui a changé en quelques semaines. » Raphaël sourit légèrement, non pas le sourire arrogant d'avant, mais quelque chose de plus authentique, presque vulnérable. « Mon père a toujours dit que les grands leaders savent quand reculer pour mieux avancer ensuite. » Il marqua une pause, visiblement mal à l'aise avec ce qu'il allait dire ensuite. « J'ai beaucoup appris en observant ton approche, Louise. La façon dont tu te connectes avec les gens, pas seulement avec les tableurs. » Le commentaire la prit au dépourvu. C'était probablement le premier compliment sincère que Raphaël lui adressait. « Merci », répondit-elle simplement, incertaine de comment gérer ce nouveau développement à la lumière de ses récentes découvertes. « La présentation au conseil est la semaine prochaine, » continua-t-il, revenant rapidement à un terrain plus confortable. « Si les chiffres continuent sur cette trajectoire, mon père sera impressionné. »« Ton père ?» Louise hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Tu penses qu'il approuverait tous nos changements de direction ? Abandonner les tactiques prédatrices pour des approches plus collaboratives ?» Raphaël réfléchit un instant. Auguste Almeida est, avant tout, pragmatique. Si quelque chose fonctionne et génère des résultats, il soutient. La méthode est secondaire pour lui. C'est pour toi. La méthode est-elle importante? La question plana entre eux, chargée de significations non dites. Raphaël regarda par la fenêtre, contemplatif. « Avant ton arrivée, je ne remettais jamais vraiment en question les méthodes, » admit-il finalement. « C'était comme ça que les choses avaient toujours été faites. Maintenant... » Il fit une pause. « Maintenant, je ne suis pas sûr. Voir les ingénieurs à nouveau enthousiastes, récupérer des clients grâce à la transparence au lieu de tactiques agressives. Il y a quelque chose de gratifiant là-dedans que je n'avais jamais expérimenté auparavant. » Louise hocha la tête, ressentant une lueur d'espoir au milieu des ombres de sa récente découverte. Peut-être, juste peut-être, la transformation n'avait pas besoin de venir seulement d'en haut. Peut-être pouvait-elle commencer avec Raphaël, l'avenir du groupe Almeida. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, » dit-elle, retournant au tableur devant elle. Mais alors qu'il replongeait dans les chiffres et les stratégies, une nouvelle résolution prenait forme dans son esprit. Elle utiliserait ce qu'elle avait découvert non seulement comme une arme, mais comme un outil de reconstruction. La vérité, après tout, pouvait servir aussi bien à détruire qu'à racheter. La salle de réunion au 42e étage du siège du groupe Almeida brillait sous la lumière naturelle qui entrait par les larges fenêtres. La table ovale en bois sombre réunissait les principaux dirigeants du conglomérat, tandis que des portraits des fondateurs observaient silencieusement depuis les murs. Louise respira profondément, ajustant le blazer de son tailleur gris anthracite. Après 3 mois intenses, le moment décisif était arrivé, la présentation finale des résultats du redressement d'Énergie Verte. Raphaël, à ses côtés, essayait de dissimuler sa tension. Un partenariat professionnel improbable s'était formé entre eux ces dernières semaines, bâti sur un respect mutuel qu'aucun n'aurait imaginé possible au début. De l'autre côté de la table, Auguste Almeida les observait avec un intérêt calculé, comme quelqu'un qui évalue une expérience intrigante. « Mesdames et messieurs du Conseil, » commença Louise lorsque le silence s'établit. « Il y a 90 jours, j'ai pris avec Raphaël Almeida la responsabilité de revitaliser la division Énergie Verte après son acquisition. Les écrans au mur affichaient des graphiques et des projections qui racontaient l'histoire d'un redressement remarquable. Lorsque nous avons commencé, Énergie Verte était en déclin accéléré. Aujourd'hui, nous présentons une réalité complètement différente.
Pendant les 30 minutes suivantes, Louise et Raphaël détaillèrent la transformation. Le retour du projet Helios, la récupération de 62% des contrats perdus, le réembauche d'ingénieurs clés et la renégociation de dettes avec les fournisseurs. Les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. Énergie Verte n'était pas seulement redressée, mais renforcée. Les projections pour les 2 prochaines années dépassaient de 28% les estimations les plus optimistes. Le plus impressionnant, souligna Raphaël, est que nous avons obtenu ces résultats sans un seul licenciement. Au contraire, nous avons étendu l'équipe dans des domaines stratégiques. Louise observa Raphaël avec une admiration discrète. Il était différent, son arrogance maintenant tempérée par une compréhension plus profonde de l'impact des décisions d'entreprise. Nous avons mis en œuvre ce que nous appelons le modèle de croissance durable, continua-t-il. L'approche traditionnelle a été d'acquérir, de démanteler et de revendre. Notre proposition est d'acquérir, d'intégrer et d'étendre. Plusieurs conseillers se regardèrent, surpris par cette critique implicite de la stratégie historique du groupe. Auguste, cependant, resta impassible. Les résultats parlent d'eux-mêmes, conclut Raphaël. Non seulement financièrement, mais en termes de réputation, de rétention des talents et de positionnement à long terme. Louise finalisa. Le cas Énergie Verte démontre qu'il est possible de concilier rentabilité et pratiques commerciales éthiques. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien, il s'agit de construire une valeur durable. Lorsque la présentation fut terminée, Auguste rompit le silence, applaudissant lentement. Impressionnant. Les chiffres dépassent certainement nos attentes. Après des questions techniques et des discussions, Auguste se leva. Je crois que nous avons un consensus. Le projet Énergie Verte est un succès sans équivoque. Raphaël a démontré une évolution significative. Il se tourna vers Louise. Et Mademoiselle Rivière s'est avérée être un atout précieux pour notre équipe. Comme convenu, ce succès garantit à Mademoiselle Rivière son siège permanent à ce conseil, avec droit de vote sur toutes les décisions stratégiques. Le secrétaire s'approcha avec les documents officiels. Louise sentit le poids du moment. 3 mois auparavant, elle servait des tables. Maintenant, elle était sur le point de devenir l'une des plus jeunes dirigeantes au conseil d'administration de l'un des plus grands conglomérats de France. En observant les papiers, elle pensa au dossier caché dans son coffre, celui contenant les preuves de l'implication directe d'Auguste dans la destruction de l'entreprise de son père. « Avant la signature, dit Auguste, je voudrais proposer un toast. » Des assistants entrèrent avec des coupes de champagne. « À l'avenir du groupe Almeida, plus fort, plus innovant et apparemment plus éthique. »« Si vous me permettez, dit Louise, je voudrais ajouter un point à l'ordre du jour avant de finaliser. » Un silence surpris parcourut la salle. Ajouter des points à l'ordre du jour était une prérogative exclusive des membres effectifs. « Laissez-la parler, » intervint Auguste, la curiosité dans les yeux. « Je pense qu'elle a gagné ce droit. » Louise sortit une présentation différente de son dossier. Au cours de notre audit, nous avons identifié des schémas préoccupants dans les pratiques d'acquisition du groupe. Des stratégies de litige prédateurs ont été employées dans 73% des acquisitions au cours des 5 dernières années. Elle montra un graphique détaillé. Le résultat immédiat a été favorable. Actifs sous-évalués. Augmentation de la participation dans des secteurs stratégiques. Cependant, continua-t-elle, passant au diaporama suivant, l'analyse à long terme raconte une autre histoire. Les entreprises acquises ont perdu en moyenne 42% de leur valeur en 3 ans. L'exode des talents a été 3 fois plus important que dans les acquisitions conventionnelles. Raphaël se leva inopinément. Ce que Louise suggère, c'est que notre approche traditionnelle est non seulement éthiquement discutable, mais financièrement myope. Exactement, confirma-t-elle. C'est pourquoi, en tant que ma première motion officielle en tant que membre de ce conseil, je propose la création d'un nouveau statut des acquisitions éthiques. Elle distribua un document détaillé. Ce statut établit des lignes directrices pour les futures acquisitions, privilégiant l'intégration sur le démantèlement et la croissance durable sur les gains immédiats. Tous les regards se tournèrent vers Auguste. Il feuilleta lentement la proposition. Intéressant. Mais je dois rappeler que des propositions de cette ampleur nécessitent normalement des semaines d'analyse avant d'être présentées. En fait, répondit Louise calmement, le statut a déjà été révisé par le service juridique. Elle montra l'avis signé. De plus,
Je voudrais souligner un cas spécifique qui illustre les risques actuels. Elle fit glisser un dossier sur la table, directement vers Auguste. Lui seul pouvait en voir le contenu. L'acquisition d'Eco Rivière Construction il y a 3 ans, dit-elle, les yeux fixés sur les siens, a entraîné non seulement la destruction inutile d'une entreprise innovante, mais aussi des conséquences humaines dévastatrices. Les yeux d'Auguste se plissèrent en reconnaissant les documents, les preuves de son implication personnelle dans la campagne contre Édouard Rivière. Un choix d'exemple intéressant, commenta-t-il, la tension dans la voix. Je l'ai trouvé particulièrement pertinent, compte tenu de ma connaissance intime du dossier. Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux. Auguste était acculé. S'il s'opposait ouvertement à la proposition, il devrait expliquer pourquoi, et les documents rendaient cette explication impossible. « Eh bien, dit Auguste finalement, il semble que mademoiselle Rivière ait fait ses devoirs méticuleusement, et je dois admettre que les résultats d'Énergie verte offrent des preuves convaincantes que son approche a du mérite. En tant que président, je pourrais facilement classer cette proposition. Cependant, je reconnais un coup de génie quand je le vois. À la surprise de tous, il frappa des mains avec décision. Je seconde la motion de mademoiselle Rivière. Mettons-la immédiatement aux voix. Les conseillers, confus par cette rupture de protocole, s'alignèrent rapidement. Un par un, ils votèrent en faveur. Raphaël fut l'avant-dernier, son « oui » accompagné d'un regard de respect sincère pour Louise. Finalement, Auguste donna son vote favorable, scellant l'approbation unanime du nouveau statut. « Félicitations, mademoiselle Rivière. Vous n'avez pas seulement gagné votre place à ce conseil, vous en avez transformé les règles dès le premier jour. » La réunion se termina peu après. Lorsque les autres s'éloignèrent, Auguste s'approcha de Louise. Un mouvement audacieux. Utilisez ce que vous avez découvert contre moi, mais emballé, comme une proposition constructive. Impressionnant. Il ne s'agit pas d'utiliser quelque chose contre vous, répondit Louise. Il s'agit de corriger un cap erroné. Vraiment? Ou s'agit-il d'une vengeance sophistiquée? Si c'était de la vengeance, j'aurais rendu ces documents publics. Ce que j'ai fait aujourd'hui bénéficie au groupe Almeida à long terme. Auguste l'étudia un instant. Savez-vous pourquoi j'ai choisi votre père? Pourquoi je me suis concentré sur Eco Rivière? Pourquoi? Parce qu'il était exactement comme vous, intransigeant. Il a refusé 3 offres généreuses. Je l'admirais, vous savez, même en le détruisant. Cela devrait me faire me sentir mieux, demanda Louise. Non, cela devrait vous faire comprendre. Auguste la fixa. Le monde n'est pas divisé entre les méchants et les héros. Votre père a agi selon ses convictions. J'ai agi selon les miennes. Et aujourd'hui, vous avez fait de même. Raphaël s'approcha, interrompant la conversation. Les conseillers sont impressionnés. Beaucoup disent n'avoir jamais vu une présentation aussi complète. Auguste observa son fils un instant. Vous avez bien travaillé avec mademoiselle Rivière. Mieux que je ne l'espérais. C'est une professeure exigeante, répondit Raphaël avec un léger sourire, mais efficace. Eh bien, il semble que vous ayez tous deux appris quelque chose de précieux. Auguste ajusta son costume. Mademoiselle Rivière, bienvenue officiellement au conseil. Quand il s'éloigna, Raphaël commenta. Tu as réussi. Tu as transformé une humiliation publique en un siège au conseil en seulement 3 mois. Impressionnant. Nous avons réussi, corrigea Louise. Énergie verte est autant ton succès que le mien. Raphaël observa la ville par la fenêtre. Quand mon père a dit que je travaillerais avec la serveuse insolente, j'ai pensé que c'était une punition. Maintenant, je comprends que c'était un cadeau. Le statut que tu as proposé, ce n'était pas dans nos plans originaux, n'est-ce pas? Non, c'était un ajout de dernière minute. Ça a quelque chose à voir avec ce que tu as découvert pendant cette audit nocturne, n'est-ce pas? Disons que j'ai trouvé une motivation supplémentaire pour m'assurer que certaines pratiques ne continuent pas à être le modus operandi du groupe. Un jour, tu me raconteras toute l'histoire? Peut-être, quand tu seras prêt à l'entendre. Le secrétaire revint avec les documents pour la signature officielle. En signant son nom sur les papiers, Louise ne pensait pas seulement à elle-même ou à sa famille. Elle pensait à toutes les petites entreprises qui seraient épargnées des tactiques prédatrices grâce au nouveau statut, aux employés qui conserveraient leur emploi, aux rêves
et aux innovations qui survivraient. Bienvenue au conseil d'administration du groupe Almeida, mademoiselle Rivière, dit le secrétaire. Plus tard, en quittant le bâtiment, Louise reçut un message de son père. « Je suis fier de toi, ma fille. Tu n'as pas seulement survécu, tu as transformé le système de l'intérieur. Je vois beaucoup de moi en toi, mais aussi quelque chose qui me manquait, la capacité de plier sans rompre. » Louise sourit à l'écran, ressentant une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. La paix. Non pas une paix née d'une vengeance satisfaite, mais d'une justice constructive accomplie, d'une transformation réelle, non d'une destruction. Regardant une dernière fois le gratte-ciel, elle fit une promesse silencieuse. Le groupe Almeida, sous son influence, serait différent, non seulement plus lucratif, mais plus humain. La serveuse qui était un jour invisible était maintenant au centre des décisions, et elle utiliserait chaque gramme de ce pouvoir pour s'assurer que d'autres voix, auparavant réduites au silence, soient également entendues.